Bonjour à tous, bienvenue dans Autour du bien-être. Aujourd'hui dans cette émission, on va s'intéresser aux cures ayurvédiques. En ce moment, on parle beaucoup de l'ayurveda, grande tendance détox et bien-être. Alors qu'est-ce qu'une cure ayurvédique? Quels en sont les bienfaits? C'est ce que nous verrons dans cette émission. Voici tout de suite le sommaire. On commencera par le défi de Christophe avec un focus aujourd'hui sur la taille. Justine a eu la chance de tester la respiration ayurvédique avec le sublime Yogi Cameron et Carole nous fera vivre une cure ayurvédique de l'intérieur. Les cures ayurvédiques n'ont aucun secret pour notre invité qui nous dira tout sur cette grande tendance. Éléonore de Croÿ est avec nous aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Bonjour Solène. J'espère que vous êtes zen. Aujourd'hui, c'est une émission relaxation zen. Éléonore, on est ravis de vous avoir avec nous. Vous êtes responsable d'un centre ayurvédique en étroite collaboration avec un médecin indien en région parisienne, c'est ça. Et on parlera ensemble des cures ayurvédiques. En quelques mots, comment est-ce que vous pourriez donner envie à tous ceux qui nous regardent de pratiquer l'ayurveda? Un petit mot sur les bienfaits, par exemple. Les bienfaits, ils sont innombrables. On peut en parler jusqu'à On en parlera tout à l'heure, les bienfaits des cures ayurvédiques. Il y a énormément de choses à dire. C'est un art de vivre qui est simple, qui est proche de la nature, proche en tout cas de l'environnement, c'est-à-dire qu'on ne coupe pas la personne de son environnement naturel et on essaye de ramener les gens à ce qu'ils sont eux-mêmes, dans le fond, à les ramener à eux-mêmes. Et on essaye d'apprendre aux personnes à reconnaître eux-mêmes ce qui est vraiment bon pour eux, plutôt que de leur apporter une théorie avec laquelle ils vont... pas savoir quoi faire. Pas savoir quoi faire, ils vont peut-être adhérer ou pas, mais ils ne sauront pas vraiment si c'est bon pour eux. Ils vont se dire j'y crois pas. Tandis qu'avec l'Ayurveda, on va essayer de vous apprendre à être votre propre guide et de vraiment retrouver en vous-même l'information nécessaire. Alors on en parlera tout à l'heure dans notre dossier du jour. Il est le guide de tout le monde dans cette émission, de ceux qui nous regardent. C'est Christophe Ruel, notre coach sportif préféré. Et on va voir tout de suite sa chronique en mode coaching. Et un défi qu'on attend tous, affiner sa taille. J'aime bien quand vous êtes gentil. Mais oui, je suis toujours gentille avec vous, Christophe. Ça fait du bien. Alors comment on fait pour avoir une petite taille affinée? Alors la taille, oui, on se rappelle que le côté un peu esthétique, c'est ce qu'on recherche tous. C'est le côté un peu marketing, effectivement, d'avoir une taille, c'est bien. Mais le côté prévention, protection, ça c'est très important et c'est surtout pour ça qu'il faut travailler sa taille. On protège les viscères, on protège le dos, on monte dans l'intensité. C'est la semaine numéro 2, pardon, regardez. Deuxième semaine de notre défi pour la taille. Bon, je suis content de te retrouver, Anna. Également, Christophe. Est-ce que tu as fait tes exercices la première semaine? Oui, très bien. 3 fois? 3 fois. Et alors, est-ce que tu as ressenti un peu des effets de cette semaine ou pas du tout? Courbature, effectivement, sur des endroits où j'ai pas l'habitude de travailler. C'était très light, c'était vraiment la première semaine, on se rappelle bien, c'était des exercices de base. Cette semaine, ça va changer complètement. On va s'attaquer à des exercices beaucoup plus difficiles. Prête? Prête. Le petit check, rappelle-toi, on attaque. Deuxième semaine, c'est parti. Allez, premier exercice, Anna, si tu veux bien. Alors, on va partir avec les jambes à l'écart. On va déposer la main gauche au niveau de la taille. Voilà. Les jambes toujours fléchies, ça c'est pour protéger le dos, c'est très important. Ensuite, on va déposer la main droite derrière la tête. Et là, Anna va simplement au départ s'incliner. On crée une tension au niveau des abdos, on l'étire plus ou moins. Et à partir de là, Anna va remonter, sauf qu'elle va monter contre résistance. Moi, je vais déposer ma main sur son bras. Et on pousse au moment où elle remonte, voilà. Allez, on souffle bien. 10, 12, 15 répétitions. En essayant de bien fléchir les jambes pour protéger le dos, ça c'est très important, pensez-y. Alors le deuxième exercice, on va se mettre légèrement de 3/4 si tu veux bien, voilà, bien dans les jambes, bien dans les appuis. On va partir les bras tendus devant. On va toujours chercher à serrer les abdominaux, ça c'est important. L'exercice va partir avec les bras légèrement décalés sur le côté et tu vas revenir devant en soufflant. Sauf que bien évidemment, tu l'imagines bien, je vais créer un frein. Allez, c'est parti, voilà, et on souffle. Allez. Alors pareil, hein, 10, 12, 15 répétitions, voire 20 répétitions si vous êtes vraiment facile. L'objectif, c'est vraiment de sentir qu'il y a à la fois une résistance et surtout une contraction au niveau de la taille et des abdos. Allez, on souffle, hop. On peut même aller chercher encore un peu plus loin, ça va? Ouais. Ah, je te fais des misères, hein, tu peux le dire. Bon, Anna, fin de notre deuxième semaine. Merci déjà. Merci Christophe. Comment tu as trouvé ces exercices? C'est vraiment des exercices profonds où effectivement il faut bien
bien se positionner pour travailler. On sent qu'il y a un effet quand même, hein. On sent qu'il y a de la résistance, on sent que ça produit vraiment un effet pour avoir justement plus de résultats. Donc vous aussi, pensez-y à la maison avec un ami, un conjoint, peu importe, essayez de le faire. Pas de précipitation, on cherche à bien accompagner l'exercice. On essaye surtout de miser sur le ressenti au niveau de la taille, ça c'est très important. Et puis on refait ces exercices, encore une fois, au moins 3 fois cette semaine pour progresser. Bon, il nous reste une 3e semaine pour notre défi. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. On refait ces exercices 3 fois cette semaine et on attaque encore plus dur la semaine prochaine. Merci à toi, merci à vous et à très vite. Ouais, c'est ça, ça monte en intensité, c'est ça. Donc là, on fait 3 fois encore ce genre d'exercice. Et la semaine prochaine, c'est plus dur. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je sais pas, j'ai un doute. Et là, il y a de la résistance. C'est pas moi. Avec la bonne copine, vous. Là, il y a la résistance, il y a le partenaire, c'est un échange. Effectivement, semaine numéro 2, vous pouvez lui dire merci. Hein. Semaine numéro 2, on monte dans l'intensité et effectivement, on travaille contre l'opposition cette fois. Alors, 2 angles de travail. Un où on est beaucoup plus sur la latéralisation et l'autre beaucoup plus sur la rotation. Le principe, c'est de donner de la consistance au mouvement justement pour qu'il y ait une tension musculaire qui s'installe, qui se crée et du coup sentir qu'il y a un galbe musculaire qui est aussi bénéfique dans l'exécution. Alors si vous le faites avec un partenaire, c'est très important que le partenaire ne soit pas complètement dans l'opposition. Il ne doit pas s'amuser à vous empêcher de réaliser l'exercice, mais au contraire, il doit aussi ressentir justement le seuil de difficulté pour continuer de vous accompagner, mais qu'en même temps, on sente bien justement qu'il y a un engagement physique. Il ne peut pas faire n'importe quoi, le partenaire? En c'est allant un peu trop loin, c'est pas... non, au pire, vous resterez bloqué. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, mais, on ne peut pas trouver un partenaire comme vous partout. Partout, oui, non? Je suis en train de concevoir des robots. Non, ce qui est important, c'est de le faire effectivement avec une notion de santé, encore une fois, de protection. On peut le faire en rigolant. Bien sûr, on peut, admettons qu'on le fasse avec Justine, je peux m'amuser une fois à la bloquer, mais il faut vraiment être dans le ressenti. Prends le temps de partager le moment avec le partenaire qui vous fera... Oui, j'allais lui dire, mais... Vous allez vous détendre aujourd'hui, il a tendance à tripoter Justine dans l'émission. Je ne dirai plus rien, c'est fini. Donc, non mais t'es conclu. Donc voilà, la conclusion, c'est simplement ça. C'est prendre le temps de ressentir l'exercice pour en tout cas qu'il soit efficace et que vous en tiriez tous les bénéfices. D'accord, ça vous donne envie? D'avoir la taille plus fine? Non, les exercices de... Je vais finir par mal le prendre, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Je vais pas de problème de ce côté-là. Est-ce que vous connaissez Yogi Cameron? De réputation, oui. Et de physique? Physiquement... Quelle est sa réputation d'ailleurs? C'est quelqu'un d'intéressant. C'est ça. Il est très intéressant et forcément quand il y a quelqu'un d'intéressant, Justine se penche. Je suis dans mon Elle s'est penchée sur le dossier Yogi Cameron et on va voir ça tout de suite dans Mes tendances bien-être. Mesdames, cette chronique est pour vous. Vous allez, messieurs, sortez. Non, messieurs, pourquoi pas? Vous allez pouvoir en apprendre sur Yogi Cameron. Alors, Yogi Cameron, pour celles qui ne connaissent pas, eh bien, c'était un top modèle très connu dans les années 90, très très beau. Et il a changé de vie à peu près dans les années 98. Il est devenu maître yogi et spécialiste en Ayurveda. Regardez, il m'a appris comment mieux respirer. Hello Yogi. Bonjour Yogi, je suis très heureuse d'être avec vous pour parler d'Ayurveda, car vous êtes vraiment le spécialiste en la matière. Alors, peut-être pouvez-vous nous expliquer comment pratiquer le yoga selon les principes ayurvédiques. Ayurveda est une manière de penser, une science, une manière d'appréhender la vie. Donc dans votre pratique du yoga, c'est une façon d'équilibrer les différents éléments. Par exemple, si vous vous réveillez et que vous avez chaud, vous voulez vous rafraîchir. Vous ne voulez pas ajouter du chaud sur ce qu'il est déjà. C'est avec cette attitude que vous devez pratiquer le yoga. Vous le faites tranquillement, sans trop suer, pour ne pas créer plus de chaleur. La philosophie ayurvédique vous incite à être calme, tranquille. Si vous vous levez et que vous voulez faire votre yoga rapidement parce que vous êtes en retard, eh bien, il faut faire le contraire, vous ralentissez. Du coup, si j'ai bien compris, tout est une question d'équilibre. C'est de tenter d'atteindre l'équilibre, car la plupart des gens sont en déséquilibre. Vous atteignez l'équilibre, puis basculez de l'autre côté, vous revenez à l'équilibre et basculez à nouveau. Rester à l'équilibre est très difficile, car généralement quelque chose vous tire d'un côté. L'Ayurveda nous dit que si l'on fait quelque chose qui nous empêche d'atteindre l'équilibre, alors il faut faire le contraire afin de l'atteindre.
Imaginons une situation de la vie de tous les jours où je suis au bureau et tout d'un coup, mon patron me crie dessus. Évidemment, cela va me stresser. Comment devrais-je respirer dans cette situation? La première chose, c'est votre souffle. Si vous contrôlez votre respiration, vous ne pouvez pas être perturbé. Essayez ça la prochaine fois au bureau. Mettez-vous à respirer très lentement, aussi lentement que possible. Essayez de vous énerver. C'est impossible. Quand votre respiration se raccource, je veux dire s'allonge, et se calme. Comme ça? Oui. Quand vous respirez correctement, votre estomac ressort quand vous inspirez. Donc montrez-moi comment respirer. L'estomac doit sortir. Alors je ne montre pas mon corps après ça. Hein. Vous inspirez d'abord ici, puis les côtes montent, et enfin la poitrine. Donc 3 niveaux. Oui, 3 étapes. L'estomac sort, les côtes s'écartent, puis la poitrine. Ensuite, la poitrine se relaxe et descend. La cage thoracique se relaxe, puis l'estomac rentre. Je le fais une fois pour vous montrer. Puis l'estomac est aspiré. Quand je rentre l'estomac, je compresse le bas des poumons. Quand mes poumons se dilatent, ils poussent au diaphragme, et le diaphragme pousse l'estomac vers l'extérieur. Ok, je vais tester, mais peut-être sans montrer mon ventre. Ok, ça. Oui, puis montez-le, jusqu'ici, en inspirant. Maintenant, soufflez par le nez, très lentement, puis vous rentrez le ventre. Seulement par le nez. C'est mieux par le nez car vous pouvez vraiment allonger le souffle. Car par la bouche, ça fait... Et c'est fini. Mais si je le fais par le nez, voilà. Maintenant, laissez-le sortir doucement. Doucement, 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 doucement. Vous avez vu comment c'est sorti vite? Oui, mais je suis une fille très rapide. Normalement, on respire entre 12 et 15 fois par minute. Et là, on ralentit le souffle entre 1 ou 2 fois. Car ça contrôle le système nerveux, ça contrôle les sens. Et quand le système nerveux et les sens sont au repos, tout va bien, pas de problème. Ça ne vous rend pas heureux, ça ne vous rend pas triste, ça vous contente. En tout cas, c'est un très bon mode de vie. Merci Yogi pour toutes ces astuces. Moi, je pense que je vais vraiment prendre des cours avec Yogi Cameron maintenant. Je serai beaucoup plus calme, n'est-ce pas, Carole? Moi, je suis très, très jalouse. Mais il faut être calme, Solène. Il faut contrôler votre jalousie. Je veux bien prendre des cours, moi aussi. C'est vrai, Justine, ça vous ferait drôlement du bien. Mais je le sais, je le sais. Vous êtes sportive, en plus. Non, mais je suis speed et j'ai tendance, bon, par contre, à gérer mon stress. On va parler des gens qui nous regardent. Non, mais c'est justement, c'est vrai que Yogi Cameron, dans cette explication de la respiration dans une situation du quotidien, celle où tout d'un coup on stresse, m'a vraiment fait comprendre qu'il fallait contrôler ses émotions. Et Carole, elle n'arrête pas de nous le dire, mais c'est vrai que quand Yogi Cameron me le dit, ça passe mieux. Surtout avec son petit truc de ventre, là. Moi, ça m'a parlé, là. Et c'est vrai que c'est ça, la respiration ayurvédique, c'est on se pose et on apprend à respirer. Et ça m'a rappelé quand j'étais enceinte et qu'on nous apprenait à respirer. Et bien là, c'est pareil, il faut apprendre à respirer, mais au quotidien. Ça nous arrive tellement souvent d'être en apnée. Et là, c'est vraiment réapprendre à respirer. Et j'ai trouvé ça très intéressant, surtout avec Yogi Cameron. Ah, c'est quand on se fait des temps de méditation, de respiration dans la journée, on s'impose ça? Oui, alors il y a un style de vie ayurvédique qu'on appelle la dinacharya, c'est-à-dire la discipline de vie au quotidien. Et ça inclut effectivement le fait de se réveiller très en conscience, de prendre conscience, de ne pas se jeter hors de son lit et de commencer à courir, mais juste de prendre un petit instant pour respirer justement. Et puis prendre de l'eau chaude au réveil pour que l'estomac se détende, que les toxines soient chassées du corps. Et puis petit à petit, on va commencer sa journée avec toutes ces pratiques qui vont accompagner la journée sans que ce soit compliqué, parce que respirer une demi-minute, boire un verre d'eau chaude, ce n'est pas extrêmement compliqué.
ça n'a rien d'incompréhensible, mais ces petits gestes tout au long de la journée vont nous accompagner déjà pour que le corps soit mieux, et aussi notre conscience reste en éveil pour pour comprendre que notre bien-être, c'est nous qui le faisons. Ça ne vient pas par hasard. Donc c'est au fur et à mesure de la journée qu'on entretient ce bien-être, et en même temps, on entretient une meilleure estime de soi, parce qu'on se considère comme une personne précieuse, un corps qui est très précieux, très magique. Le corps, c'est extraordinaire, et si on s'en occupe bien, on a des bons résultats. D'accord. Ce genre de respiration, de technique, on le fait au yoga beaucoup, c'est ça? Dans les cours de yoga? En effet, c'est vrai qu'en yoga, on nous l'apprend aussi à inspirer et à expirer uniquement par le nez, à poser sa respiration sur les mouvements, sur les postures. Donc ça, on connaît, mais c'est vrai que uniquement se poser pour respirer, on ne le fait pas à tous les cours de yoga. Moi, en tout cas, les yogas que je pratique sont un peu plus dynamiques, un peu sportifs, et on le fait uniquement dans le déroulement des postures. Donc là, c'est vrai que c'était bien de se poser et uniquement d'agir sur le contrôle de la respiration. D'accord, merci beaucoup Justine, vraiment je vous envie beaucoup. Merci. On va maintenant aborder notre dossier du jour avec les cures ayurvédiques. Et avant de parler des cures, on va faire un petit rappel sur l'Ayurveda, Vata, Pitta, Kapha, Dosha. Alors ça peut paraître vraiment compliqué. Moi, en travaillant ce dossier, j'ai trouvé que tous ces mots me perturbaient pas mal. Pour ceux qui n'y connaissent rien, comment est-ce qu'on peut résumer simplement l'Ayurveda? Alors, l'Ayurveda, c'est un principe qui est basé essentiellement sur les 3 doshas, la terre, le feu, le vent. La terre, c'est ce qu'on appelle Kapha ou Kapha, selon la prononciation. Et ça concerne, bizarrement, c'est inversé dans le corps, ça concerne les bronches et tout le haut du corps, les sinus. Et la terre est froide et humide, donc ça va être une partie qui souffrira du froid et de l'humidité. Le feu, c'est le milieu du corps, c'est tout ce qui est métabolisme. J'oublie de dire que le kapha, c'est la structure dans le corps, c'est tout ce qui est contenant. Le feu, donc, c'est le métabolisme, ça va être toutes les transformations qui s'opèrent dans le foie, au niveau de l'intestin grêle, etc. Et le vent va être situé au niveau du côlon. Et disons que le siège du vent, qui est Vata, va être situé au niveau du côlon, et ça va être tout ce qui est mouvement dans le corps, articulation, système nerveux. Voilà. D'accord. Et l'Ayurveda, c'est une médecine qui vient d'Inde, Oui, si on reprend sur le plan historique, effectivement, qui a plus de 5000 ans. C'est la médecine, dit-on, la plus ancienne du monde, qui a des écrits qui remontent à 5000 ans, en effet, dans les Védas. Il y a des grands médecins qui ont repris ces principes qui étaient écrits sous forme de poèmes et qui les ont écrits dans des traités de médecine. Qui sont vraiment les fondamentaux de l'Ayurveda. Et l'Ayurveda a continué à évoluer pendant 5000 ans, puisqu'il y a eu des universités ayurvédiques depuis des millénaires, des hôpitaux ayurvédiques, des unités de production pharma ayurvédique. Et encore aujourd'hui, tout ça est vivant en Inde. Au contraire, plus vivant encore qu'avant, puisque du temps des Anglais, ça a été interdit. Et le Premier ministre actuel a créé un ministère de l'Ayurveda. Et donc l'Ayurveda a vraiment pris toute sa place. Alors maintenant, on va parler pratique, concret. Pour faire de l'Ayurveda, on peut avoir recours aux cures ayurvédiques, faire des cures ayurvédiques. Tout à fait, il faut que je respire. On va parler déjà du principe. Hein. Ça peut être sur plusieurs jours, c'est ça? Comment ça se passe concrètement? Alors, une cure ayurvédique, c'est ce qu'on appelle en principe une cure panchakarma, c'est-à-dire pancha 5 et karma action. Donc il y a 5 grandes actions qu'on peut pratiquer pendant la cure, mais on ne les pratique pas d'office toutes. On va choisir certaines actions ciblées en fonction justement des doshas. Mettons que la personne de terre a trop d'humidité dans le corps, on va tenter d'assécher le corps. Donc on va pratiquer certaines choses qui vont réchauffer et assécher le corps. Une personne qui est toute sèche et qui a besoin de fluidifier son corps, on va lui apporter quelque chose d'hydratant, on va la réchauffer, on va la huiler, voilà. Alors du coup, j'imagine qu'il y a un diagnostic au début de la cure. Oui, effectivement. Alors on peut distinguer les cures bien-être, où on va simplement veiller à détendre la personne avec des massages et le très célèbre Shirodhara, qui est le filet d'huile qui coule sur le front. Le fameux filet d'huile comme ça. Exactement. Le soin anti-stress qui est vraiment extraordinaire et typique de l'Ayurveda. Je ne pense pas que ça se trouve ailleurs. Je n'ai jamais entendu parler de ça ailleurs. Ensuite, vous avez les cures qui sont vraiment thérapeutiques, qui vont veiller à chasser les toxines du corps,
à résoudre des problèmes qui sont ancrés depuis très longtemps, tels que des problèmes chroniques typiques de nos maladies de civilisation, en fait. Alors comme quoi, par exemple? Ça peut être des problèmes digestifs, ça peut être... Constipation. Oui, exactement. Et ça peut être aussi des inflammations digestives, ça peut être des problèmes articulaires, ça peut être des problèmes nerveux, tout ce qui est dépression, etc., stress profond. À ce moment-là, on va pouvoir vraiment agir de façon extrêmement efficace. Donc les cures sont personnalisées. Au début, il y a effectivement un entretien avec un médecin indien qui nous dit... Il y a un médecin indien qui prend le pouls. C'est une technique qui est aussi connue en Chine et dans d'autres pratiques, mais qui est très anciennement développée par l'Ayurveda. Et donc, ils ont une approche bien à eux. Donc, on prend le pouls, on détermine les 3 doshas avec 3 doigts. On va voir quel dosha est en déséquilibre, lequel a besoin d'une intervention particulière. Et à ce moment-là, on va faire tout un programme, massage, alimentation, respiration. Oui, c'est la totale. Voilà. Et combien de temps ça dure une cure? Alors, une cure, c'est vraiment sur mesure. En général, on va dire c'est minimum 3 jours. Par exemple, pour une femme enceinte, on fait très léger, on ne fait pas de purification, on fait juste des soins qui vont soutenir la grossesse. En moyenne, disons que dans notre centre, on fait à peu près 5 jours. Et on vient 5 jours, on dort chez vous 5 jours? On peut dormir chez nous 5 jours. On fait aussi chez nous en externe, c'est-à-dire que les gens rentrent chez eux le soir. Comme on est en région parisienne, c'est possible. C'est plus facile, d'accord. Voilà. Après, en Inde, typiquement, c'est 7 jours, 14 jours ou 21 jours. D'accord. Voilà, ça c'est les choses habituelles. Et alors, les bienfaits des cures ayurvédiques, qu'est-ce que ça... Moi, je vais vous dire, libérer les toxines. D'ailleurs, c'est vraiment au cœur de toutes les cures, la détoxification du corps, c'est ça? On commence par... ça va vous plaire, Christophe, vous qui êtes vraiment pro-détoxification. Ne me regardez pas avec ces beaux yeux bleus ravageurs. Je vous écoute. Je m'appelle pas Yogi, moi. C'est vrai, c'est pas grave. Voilà, alors effectivement, on va distinguer différents types de toxines dans l'Ayurveda selon les 3 doshas, donc Kapha, la terre, des toxines humides qui chargent les poumons, les sinus. Pitta, le feu, ça va être les toxines du système digestif, les irritations, les inflammations. Et Vata, ça va être des toxines, qui est un petit peu plus abstrait pour nous, mais ça peut être le système nerveux, la dépression, etc. C'est aussi associé à un certain type de toxines. Donc on va détendre le corps, le préparer avant la cure, par une certaine alimentation, certains conseils. Pendant la cure, bien sûr, l'alimentation sera très surveillée. Pas d'alcool, pas de viande, pas de café, pas de chocolat. Donc il faut être motivé parfois, parce que pour certaines personnes c'est difficile. Oui, le petit déjeuner par exemple, c'est souvent des graines germées avec une petite tisane. C'est plutôt du porridge. On va dire, il faut quelque chose de bien, cuit. Moi, ça m'irait parfaitement. Il faut quelque chose de cuit et de chaud. Tartine, confiture, pas on oublie. trop de pain, pas pain Je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. Voilà. Dans les bienfaits, il y a aussi le bien-être, évidemment, l'amincissement. Oui, absolument. De toute façon, ça fait partie du signe extérieur d'une bonne santé, c'est d'avoir une ligne qui nous correspond. Évidemment qu'une personne de terre qui a une structure plus large n'a pas besoin de la même masse corporelle qu'une personne de vent qui a une grande finesse au niveau des os, de la structure. Donc, une personne de terre peut être un petit peu plus large, mais elle peut rester quand même mince. D'accord. Donc ça, c'est très important. S'il y a du poids, c'est d'office un déséquilibre de santé. Il y a aussi régénérer les cellules. Et on le disait, c'est vrai que on voyait avec Yogi Cameron, on parlait de son âge, qui était assez impressionnant. Vous nous avez dit le vôtre en hors plateau. Ça rend plus jeune? C'est l'élixir de la jeunesse, l'Ayurveda? Les gens que je connais qui font l'Ayurveda ont tous l'air effectivement... ça veut dire quoi? On sort d'une cure ayurvédique, on a déjà l'impression d'avoir... Même après un massage, vous pouvez avoir une nette différence au niveau du visage, au niveau du bien-être dans le corps. Une seule heure de soins peut vraiment changer les choses. C'est vraiment une médecine anti-âge, je trouve. Oui, c'est vrai. Elle est très antioxydante. Ça fait partie, que par l'alimentation. intégralement, il y a une partie de l'Ayurveda qui s'appelle le Rasayana, qui est la régénération. Donc effectivement, c'est une partie qui est très vraiment prise en considération dans l'Ayurveda, c'est essayer de rajeunir, c'est-à-dire en tout cas ralentir les effets de l'âge. Mais c'est vrai qu'une personne qui est très marquée par la vie peut vraiment sentir un certain rajeunissement. Je ne sais pas si je peux parler un tout petit peu de moi. Quand j'étais jeune, j'étais assez malade, ce qui m'a amenée à découvrir tout ça. Et je pense que 20 ans plus tard, je me sens plus jeune. Voilà, ça fait 30 ans que je connais l'Ayurveda, mais je me sens plus jeune qu'à certaines périodes de ma vie. J'avais 30 ans. On peut dire votre âge?
Si vous voulez, 51 ans. Et c'est vrai que voilà, vous ne les faites pas du tout. Vous êtes, en ce qui concerne l'alimentation, on a parlé de l'alimentation détox. Qu'est-ce qu'on mange concrètement dans une cure? Combien de fois par jour on mange? Comment ça se passe au niveau de l'alimentation? On mange 3 fois par jour, 6 pas 4, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir faim. On va commencer par un petit déjeuner chaud, de préférence, donc un porridge avec éventuellement... On peut dire ce que c'est le porridge pour ceux qui nous regardent et qui en sont aux tartines comme moi. Alors c'est une céréale qui est cuite, ça vient, le nom est le nom anglais du porridge de l'avoine cuite, mais on peut cuire une autre type de céréale. Quinoa par exemple? Oui, on peut faire des flocons de toutes sortes. Voilà, on peut faire toutes sortes de choses. Mais en tout cas, il faut que ce soit chaud et il faut qu'il y ait du gras. C'est très important, le matin, qu'on mange du gras. Ensuite, du gras, c'est-à-dire ça peut être de l'huile, ça peut être des oléagineuses comme des noix, des amandes. On fait tremper les oléagineuses la nuit et les amandes, on enlève la peau et on les rajoute dans le porridge. On peut rajouter des noix avec des poires, c'est délicieux. On peut mettre des amandes avec voilà, des petits fruits secs, des raisins secs, des choses comme ça. Alors, il y a aussi du beurre clarifié. Le beurre clarifié, le ghee, qui est très bon aussi dans le porridge. Auquel on a enlevé la couche de graisse. Voilà. Je me sens comme un peu... Le ghee, on l'utilise partout. C'est très très important dans l'Ayurveda, ça nettoie les cellules de leurs toxines et ça aussi ça transporte les nutriments, ce qui veut dire qu'il y a 2 principes. Détoxifier, mais aussi nourrir les cellules. Il ne faut pas oublier, souvent, dans beaucoup d'approches, on se dit il faut détoxifier, nettoyer, et puis on oublie de se nourrir. Il faut quand même aussi bien penser à se nourrir de façon riche. Alors justement, le déjeuner. Le déjeuner. Alors on va manger, le déjeuner sera le repas le plus important, des céréales. On va, en fonction des doshas de la personne, on va éviter certaines protéines qui sont trop lourdes. En particulier, on va éviter les légumineuses s'il y a des douleurs articulaires, par exemple. Donc on va manger légumes, céréales, on peut faire un petit chutney de frais, de menthe et de gingembre, très très bon. Des graines germées beaucoup. Oui, on peut manger des graines germées en fonction des saisons quand même. Les graines germées sont toujours mieux à la saison où naturellement elles apparaissent dans la nature. Voilà. Et le dîner, faites-nous rêver. Alors, on va d'abord passer par le goûter. On va quand même, parce que parfois on peut avoir un petit peu faim et ça, il ne faut pas. Il ne faut pas se sentir affaibli, il ne faut pas être contraint non plus parce que toute contrainte va créer du stress et va être contre-productive. Ça va vraiment aller contre le processus de détente qui est essentiel. Avant tout, c'est la détente, l'anti-stress. Après, le corps va trouver par sa propre intelligence le chemin de la guérison. Donc, le goûter, on va manger des fruits frais, si possible pas acides après 18 heures. Et on va manger des graines germées, éventuellement des oléagineuses trempées, des fruits secs trempés également, des raisins, des dattes, des figues, des choses comme ça. Donc tout ça, on peut prendre au goûter. Et si on a vraiment très faim, on vous prépare un petit biscuit sans sucre, mais quand même très bon, avec des choses qui vont permettre de se sentir un peu soutenu. Et après, on doit continuer ça chez soi ou on peut... Il y a une préparation avant, pendant la cure et puis un atterrissage en douceur. Ouais. Et on ne rentre pas chez soi pour manger un steak avec une mousse au chocolat. Ça va pas aller. Là, on est vraiment malade. Vous faites ça des fois ou pas? D'abord, on n'en a pas vraiment envie. Vous mangez des fois un steak avec une mousse au chocolat? Ça fait 30 ans que je suis végétarienne. Donc oui, non. Alors la mousse au chocolat? J'aime pas le chocolat. Ah ouais, d'accord. Mais j'aime plus parce qu'effectivement, comme vous venez de dire, c'est quelque chose qui vient, l'intelligence du corps se développe. Et au bout d'un moment, on n'a plus vraiment envie des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Les cures, c'est très personnalisé, c'est ça? C'est en fonction d'un profil? Tout à fait. Donc on a notre médecin qui prend le pouls et qui va vraiment déterminer en fonction du profil, mais aussi du moment de l'année. On ne fait pas n'importe quelles actions à n'importe quelle saison. Donc maintenant, disons que le printemps est quand même la meilleure saison, la plus favorable pour les cures. La fin de l'été, l'automne, on va avoir certains types d'actions qu'on va pouvoir mener également. Et évidemment, ça va être relatif à l'environnement, c'est-à-dire s'il fait chaud, s'il fait humide, s'il fait froid, on va agir différemment. Et tout le monde peut le faire? Alors, pas vraiment. Les personnes qui ont trop de toxines, ce qu'on appelle ama, quand il y a trop d'ama dans le corps, non, c'est pas possible. Il faut une préparation. Sinon, toutes les toxines vont aller complètement envahir les émonctoires. On va avoir les émonctoires, donc c'est-à-dire les organes d'élimination. Voilà, les grands organes d'élimination du corps, que ce soit le foie, les reins, les intestins, les poumons, la peau.
Voilà, on ne peut pas quand il y a trop de toxines. Quand il y a certaines maladies, on ne le fait pas. Dans certains cancers, on va pouvoir le faire après les soins que la médecine classique va donner, mais il faut être prudent. Et puis l'âge aussi, trop jeune ou trop âgé, ça va vraiment être des cas très particuliers. On va prendre un enfant pour lui faire des soins très légers, mais avant 15 ans, en principe, on ne fait pas. Et est-ce que les prix sont relaxants aussi? Bon, Combien ça coûte concrètement? Parce que là, alors, vous nous avez donné envie, mais maintenant... Bon, une cure, disons de 5 jours, une cure relativement moyenne, parce que si la personne a beaucoup de problèmes, on peut lui proposer différents soins additionnels pour enlever les douleurs articulaires, des choses comme ça. On va ajouter des choses. Mais disons qu'entre 600 et 700 euros, vous pouvez avoir une cure de 5 jours à raison de 2h30 de soins par jour. D'accord, et ça va jusqu'à 1500 euros, on peut trouver... Logement compris, bien sûr. Pas chez nous, non. Pas le logement compris, chez nous, c'est à peu près 1000 euros. D'accord. En plus, d'accord. En tout. Donc 1000 euros, soins, logement, alimentation. Après, si c'est externe, si on rentre chez soi, après c'est à peu près 600, 700 euros. Maintenant, les prix sont très variables. Voilà, vous nous avez donné envie d'en savoir un peu plus. Carole est allée faire une cure ayurvédique dans sa pause zen. Alors Carole, vous êtes allée en Normandie. Voilà, j'ai eu la chance de découvrir le centre merveilleux Tapovan. Alors, moi, c'est une cure bien-être. Il n'y a pas du tout de médecin dès l'entrée de la cure. C'est une cure détente, bien-être, de détox, d'élimination, de purification. Et vraiment, c'était top. Regardez. Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous. Je vais vous faire découvrir tous les secrets d'une cure ayurvédique. Vous me suivez? Bonjour Monsieur Kiran, alors vous êtes directeur de ce magnifique centre Tapovan où il y a de nombreuses cures ayurvédiques. Alors qu'est-ce que l'Ayurveda? L'Ayurveda, c'est une science et un art. C'est la connaissance de la vie. Les cures ayurvédiques, c'est plutôt une prévention, plutôt se guérir avant qu'on soit vraiment malade et regagner de l'énergie. Quels sont les soins principaux de cette cure ayurvédique? Le premier des soins, c'est le massage des plantes des pieds. Le kansu. Kansu. Ça régénère notre capacité de faire face aux problèmes, au stress et aussi aux maladies. Ensuite, après le kansu, qu'est-ce qu'on peut faire le premier jour? Après le kansu, on pourrait faire le dvartana, qui est un massage amaigrissant. J'ai adoré ce massage à la farine de pois chiche. Voilà, tout à fait. Il est très dynamisant. C'est très dynamisant. Ça fait d'abord le nettoyage de la peau et après, les microparticules de pois chiche avec des plantes ayurvédiques, ça a la capacité de dissoudre la graisse ou la cellulite. Après tous ces massages, est-ce qu'il y a d'autres soins spécifiques? Il y a le Shirodhara qui est le soin royal de l'Ayurveda. Ça calme vraiment le cerveau. Ça calme le cerveau, ça nous donne une certaine profondeur de bien-être et de silence intérieur. Et aussi, ça travaille, comme on dit en Inde, sur l'hypophyse et le cerveau gauche et le cerveau droit. J'ai beaucoup aimé aussi le soin où on prend une cuillère dans sa bouche d'huile de sésame, qu'on garde quelques minutes et puis on va dehors, on marche et on recrache cette huile pour se détoxifier. Ça, c'est une technique très ancienne qu'on appelle gun-douche. Quand on a de l'huile dans la bouche, ça détend les mâchoires et ça va reproduire tout un travail sur le liquide céphalorachidien. Et comme ça, c'est presque un travail d'un ostéopathe crânien. Ça nous donne une détente, ça nous élimine les toxines et c'est bon pour toutes sortes de maladies et c'est très bon contre le stress. Et ce qui compte aussi, en alliant les soins, c'est l'hygiène alimentaire. Absolument. Selon l'Ayurveda, il y a ces 3 vecteurs, Ahara, Vihara et Manovyapara. Le premier vecteur, c'est la diététique et il faut que ça soit vraiment bien présent avec nous. Dans votre centre, on voit beaucoup de lits. Durant la cure, c'est la règle même que vous recevez les soins et vous vous reposez. Et combien de temps dure une cure? Pour qu'il y ait un petit peu l'efficacité, il faut que ça dure au moins 5 jours.
Selon moi, ce qui est important, c'est que la santé de l'être humain dépend entièrement de la santé de la Terre. Se rapprocher de notre propre nature, de notre nature à tous. Merci beaucoup. Exactement, merci beaucoup. Mais ça doit être très dur de commencer une cure comme ça. On est tout le temps avec le portable, on est tout le temps en lien avec tout le monde. Et là, d'un seul coup, on doit être déconnecté complètement. On arrive, on est complètement déconnecté. Il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de portable. Et moi, je suis arrivée, donc déjà dans ce lieu magnifique entouré de nature. Et on m'a mis dans une salle où il y avait des lits, comme un dortoir. Sauf que cette salle est ouverte sur la nature. Donc vous êtes dans un lit devant des arbres. J'ai dormi pendant 2-3 heures. Ensuite, on a fait une séance de relaxation. Il y a un prof de relaxation qui est venu près de moi, à côté de moi sur le lit, voilà. Et ensuite, on commençait les soins. On est venu me chercher. On m'a fait ce massage magnifique à 4 mains. C'est pas rien d'être massé par 2 personnes. C'est incroyable. Avec une espèce de synchronicité des 4 mains. Alors, ça provoque une détente incroyable. Avec cette farine de pois chiche, qui est une farine qui exerce comme un gommage sur la peau. Et c'est très bien aussi pour les gens qui ont des problèmes de circulation, voire des problèmes de poids. On a après la peau toute douce et on se sent légère. Ensuite, il y a beaucoup de soins autour de la bouche. C'est-à-dire qu'on nettoie la bouche en Ayurveda. C'est très important. C'est dans la bouche où se forment toutes les toxines. Donc dès le matin, l'hygiène, c'est, comme je le montrais dans le reportage, on prend une cuillère d'huile de sésame, on la garde 1 seconde, 2 secondes, et puis après, on la recrache. Effectivement, déjà, ça. Faire ce geste ça fait quoi, concrètement ? détente, ça élimine les toxines de la bouche. Il y a un autre geste à faire avec un gratte-langue. C'est-à-dire qu'on se gratte la langue. C'est dans la bouche et dans la langue que sont aussi fixées les toxines que l'on ne voit pas. C'est très moyenâgeux quand même, l'appareil. On dirait ça ne doit pas du tout être agréable, ça. On se gratte la langue, c'est bizarre au départ. Je préfère l'huile de sésame. Maintenant, les brosses à dents actuelles, on peut se gratter la langue aussi. Bien sûr. Ça convient pareil, enfin, j'imagine. Pas tout à fait pareil. 6 millions de bactéries dans la salive. Voilà. On va mettre sur la table, merci. Ensuite, une fois qu'on a fait des soins, qu'on a fait du massage, place à la cuisine. Alors ça, c'est quand même un vrai bonheur. J'avais peur, j'étais un peu inquiète à la base parce que j'avais un peu faim, pour ne rien vous cacher, après tous ces soins. Et l'air de rien, je suis gourmande, malgré ma stature, j'aime bien manger. Eh bien, c'était délicieux et je n'ai pas ressenti le manque. En fait, on nous a appris à utiliser les épices. Et les légumes avec ces mélanges d'épices, de cardamome, de curry, de curcuma, c'est vraiment délicieux. Et surtout accompagné avec cette eau, alors on boit de l'eau chaude, parce que ça vraiment nous permet de digérer, de l'eau cuivrée. Alors je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ça, l'eau cuivrée ? Moi j'ai vu ça effectivement. Est-ce qu'on peut mettre un petit sachet de thé dedans ? Non. C'est pas possible. Non, c'est de l'eau vraiment pure et chaude, l'eau chaude, avec un peu de cuivre dedans. C'est ça. Alors, on met l'eau dans un contenant en cuivre, ça c'est une chose, mais par ailleurs, l'eau, elle est chaude sans rien, parce que quand on boit de l'eau chaude sans rien, il n'y a aucun processus de digestion qui intervient, donc elle draine vraiment, elle nettoie le corps, elle passe à travers. Alors, au début, c'est vrai... Ça n'a pas de goût, en fait. C'est ni pas bon. Au début, si on a le système digestif un peu chargé, surtout le foie, quand on boit de l'eau chaude, c'est un peu écœurant. Mais alors, on boit une petite quantité, une gorgée seulement. Et puis, petit à petit, on s'habitue. Et même les plus réfractaires vous disent « Ah, ça fait trop de bien, maintenant, je ne peux plus m'en passer ». Il vaut mieux. Et ce qui est très important aussi en Ayurveda, c'est d'éliminer, et c'est la sudation, en fait, la transpiration. Donc là, j'ai fait un soin de sudation qu'on appelle le Svedane. Voilà, c'est une forme d'aérosol qu'on me met avec du thym. Donc ça nettoie le visage. Et on ressort avec une peau vraiment lissée. C'est un soin anti-rides. Et en même temps, c'est bon pour la gorge, pour la respiration. Enfin, c'est vraiment très intéressant en Ayurveda, le fait d'éliminer. C'est vrai que le soir même, j'ai éliminé, mais terriblement. J'ai perdu des litres d'eau. Et le lendemain, j'avais perdu presque 2 kilos sans rien faire. Et est-ce que ceux qui voudraient aller encore plus loin auraient intérêt à aller en Inde ? Est-ce que le résultat est encore plus impressionnant ? Alors, il y a du pour et du contre. Évidemment, en Inde, on a des soins qui sont très longs. On peut faire des cures plus longues. On a toujours 2 personnes pour se faire masser. En tout cas, la grande majorité du temps. Tandis qu'en Europe, c'est plus difficile parce que tout simplement, c'est beaucoup plus cher. Par contre, le déplacement peut être très fatigant et pour certaines personnes malades, ce n'est pas du tout conseillé. Il vaut mieux qu'elles se soignent d'abord un peu ici et puis qu'elles découvrent l'Inde. Je dirais que l'Inde, l'intérêt, c'est ailleurs que vraiment dans le soin lui-même. Parce qu'en Europe, dans beaucoup d'endroits d'Europe, on a des très très bons centres ayurvédiques, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, en Hollande, etc. Il y a vraiment, c'est énormément développé. Donc il n'y a pas un intérêt particulier à aller là-bas. Ce sera les mêmes soins.
Au contraire, au niveau de la santé, on dirait que le déplacement, le décalage horaire va créer un déséquilibre encore plus grand. Par contre, l'Inde a quelque chose d'extrêmement magique et c'est une dimension plus intérieure qui va être intéressante. Mais sans parler d'Inde, ne serait-ce qu'en Normandie, déjà le lieu est magnifique. Vous pouvez l'après-midi vous promener dans un espèce de jardin avec des arbres fruitiers. Et il y a aussi Verrières-le-Buisson. Verrières-le-Buisson, avec enfin voilà, c'est des lieux magiques. Qui a son centre à Verrières-le-Buisson en région parisienne. Ce que j'ai aimé, c'est cette déconnexion en fait. Carole, on va se déconnecter avec Justine tout de suite et sa rubrique Actu. Une grosse actu, Justine? Une grosse actu shopping, oui, pour être une spécialiste de l'Ayurveda. Alors, tout d'abord, j'ai 3 livres. Alors, il y en a un, Carole me l'a amené. Oui, le grand guide de l'Ayurveda, les bienfaits de la cure ayurvédique. Donc là, c'est vraiment, ça reprend un peu ce qu'on a dit. Voilà, c'est écrit par Exactement, Kiran, ça reprend ce qu'on a dit dans cette émission sur les cures ayurvédiques. Des belles photos. Sur les massages, les soins, la cuisine, et aussi les recettes. Les recettes. Donc ça, c'est vraiment un livre très complet. C'est une bonne initiation, ça. Voilà, initiation au massage. Après, j'ai 3 autres livres qui là sont un petit peu plus détaillés sur chaque fondement, on va dire, de l'Ayurveda. Donc il y en a un, c'est Ayurveda Food. Donc là, ce sont que des recettes et des conseils nutrition pour trouver l'harmonie. Il est très bien fait, il est très ludique. J'ai trouvé assez girly en plus, très sympa. Ensuite, un autre livre là sur le massage ayurvédique, pardon, pour s'initier à la pratique du massage Abhyanga. Donc en plus, il y a un DVD, donc j'ai trouvé que c'était bien pour apprendre à pratiquer. Et puis un autre livre sur l'Ayurveda, là c'est vraiment pour comprendre les fondements et pratiquer au quotidien l'Ayurveda de Sylvie Verbois. Voilà, donc 4 livres très bien pour devenir une pro de l'Ayurveda. Et puis alors côté accessoires, donc évidemment il y a le gratte-langue. Voilà, le gratte-langue, donc ah oui, en plus, je ne touche pas. 10 millions de bactéries. Voilà. Le bol Ayurveda. Oui, le bol Kanzu. On peut acheter aussi les bols Ayurveda pour se faire masser à la maison. Ouais. Et un coffret, alors là vraiment pour les débutantes, voilà, coffret pour les secrets de l'Ayurveda, avec des huiles essentielles, avec tout ce qu'il faut pour faire des petites recettes. Je trouvais ça aussi très sympa pour offrir aux débutantes et pour les initiés à l'Ayurveda. Voilà. En tout cas, Justine, ça vous irait très bien de faire une cure. Ben, je vais faire une cure tout de suite chez vous d'ailleurs. Vous avez beaucoup d'hommes qui viennent vous voir. C'est une minorité. Ça, c'est dans toutes les approches de bien-être. C'est encore un tabou ou parce que c'est quelque chose que l'homme ne s'autorise pas? Je pense que d'abord, les femmes sont plus préoccupées par la santé de leurs enfants, de leur famille traditionnellement. C'est elles qui mettent ça en route dans les maisons. Les changements, les transformations viennent souvent par les femmes. Et aussi peut-être parce que les hommes ont un peu plus de pudeur à prendre soin d'eux, à se faire des petits massages. Le cadre aussi peut-être, non, est très girly par définition aussi. Pardon? Le cadre aussi est certainement très féminin, non, par l'aspect cocooning, un peu avec oui, aussi. Ça, je suppose oui, qu'en tant qu'homme, on a peut-être du mal aussi à se même les massages, une femme s'offre des massages. Après, j'ai une question de téléspectateur. Allons-y. Question de téléspectateur. Question de téléspectateur du jour. Pour quels symptômes est-il conseillé de faire une cure ayurvédique? Brigitte qui nous pose la question. Qu'est-ce qui peut nous pousser à faire une cure ayurvédique? Alors, d'abord, la fatigue, je dirais, le stress, la fatigue. Si on sent qu'il y a des toxines dans le corps, on peut le voir à la peau, au système digestif, si le système digestif ne fonctionne pas bien. Problèmes de poids, oui. Les problèmes de poids, c'est certain. Ça, c'est clair que c'est spectaculaire. On a vraiment les gens fondent littéralement quand ils font des soins ayurvédiques. Rapport à quoi? Par rapport à quoi? Juste l'apport en alimentation ou Alors, on ne peut pas dire que ce soit vraiment... Par exemple, on ne meurt certainement pas de faim. Au contraire, on va manger une alimentation grasse, elle n'est pas maigre. Enfin, si je peux me permettre, quand vous dites grasse, vous parlez des bonnes graisses. De bonnes graisses, évidemment. Oui, parce que souvent, on se dit maigrir égale supprimer les graisses. Oui, c'est pas le cas. Non, c'est des apports de bonnes graisses, ça c'est important. Voilà, parce que, il faut, en plus, on dessèche de la peau. Voilà. Des gens comme moi pourraient s'y méprendre. Voilà. Donc ça, on va bien manger en quantité raisonnable, mais vraiment satisfaisante. Mais on va modifier certaines choses qui vont
permettre au métabolisme de fonctionner mieux. C'est ça, je crois que ça active l'élimination. Voilà. C'est le corps lui-même qui va éliminer. Et un facteur absolument essentiel, s'il y a du stress, on n'arrive pas à perdre de poids. Donc il faut d'abord s'occuper du stress et le corps tout simplement va fondre. Et là on est guidé. Je pense que vous avez donné envie à plein de gens de venir vous voir dans votre centre à Verrières-le-Buisson. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les informations sur Internet. On peut faire juste un petit soin comme ça ou forcément une cure? Non, c'est aussi vous pouvez des venir soins, pour 1 heure, pour 45 minutes de soins, soins des pieds, de la tête. Vous pouvez venir pour 2 heures de soins à Abhyanga Shirodhara, donc le massage du corps à l'huile chaude. Voilà, ce sera les mots de la fin pour nous donner envie, pour vous donner envie de tester et puis de nous faire un retour éventuellement sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup Éléonore, on était ravis de nous avoir en plateau. Merci à tous, vous avez été formidables comme d'habitude. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour d'autres conseils bien-être.